En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, c'est une vraie radio associative et c'est une vraie radio participative. C'est-à-dire qu'à gauche, souvent, on nous parle de participatif, c'est un concept à la mode, et puis on s'aperçoit que les structures dites participatives, en fait, ont des subventions de la mairie, du conseil régional, du département, etc. etc. Nous, zéro. On n'a que nous, que nos forces, et on fonctionne avec 90% de bénévoles. Le budget annuel de Radio Courtoisie, c'est 1,5 million d'euros. Ça couvre les salaires des collaborateurs, ça couvre les charges sociales diverses et ça couvre en grande partie les frais pour avoir les ondes hertziennes. Parce que vous le savez peut-être, Radio Courtoisie, ce n'est pas un web média, c'est une vraie radio. C'est-à-dire que nous avons la capacité d'avoir une force de frappe inégalée dans le monde de la réinformation, dans le monde des médias alternatifs. Et c'est la raison pour laquelle nous devons régulièrement demander de l'argent parce que pour faire vivre ce trésor absolu d'indépendance et de force de frappe, nous avons besoin de régler les charges liées aux ondes hertziennes. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. .rc.fr. J'ai le plaisir de recevoir plusieurs personnes remarquables autour de moi. Hélène Ravaud, auteur de Une reine et rien d'autre aux éditions Ovadia, Frédéric Lemoyle, L'appel du roi aux éditions de Paris et Elisabeth Varou Elisabeth Audrery qui tient un blog absolument remarquable dont j'ai complètement oublié le nom, pardonnez-moi Elisabeth. À la recherche du temps présent. À la recherche du temps présent. Et nous allons parler ce soir d'un thème absolument passionnant, qui est comment est-ce qu'on peut faire de bons romans avec l'idée monarchiste. Parce que L'appel du roi, Frédéric Lemoyle, vous imaginez que la France est une monarchie, en fait. Évidemment, c'est une imagination, ça a été une vérité, mais vous imaginez qu'en 1873, le comte de Chambord accepte le drapeau tricolore, et donc que les Orléans se mettent à régner en France, et au moment où l'Allemagne déclare la guerre à la France, c'est Jean III qui est roi de France. Alors en effet, je suis parti en fait d'un point historique, un point de bascule en fait de l'histoire de France et qui est hélas pas assez connu. C'est lorsqu'en effet le comte de Chambord, petit-fils de Charles X, refuse la restauration si elle ne se fait pas avec le drapeau fleur de lys de ses ancêtres. Il refuse le drapeau tricolore. Alors c'est pas simplement une histoire de drapeau, bien évidemment. Il y a tout un symbole et puis un projet évidemment derrière et un héritage. C'est le refus bien sûr de l'héritage de la Révolution. Alors on peut porter sur cette décision le regard que l'on veut, hein. Chacun est maître bien sûr, mais enfin certains c'est quand même son chagrin. Oui, parce que là, bien sûr, il y a eu une occasion ratée et en histoire, les occasions ne se représentent pas. Hein. L'histoire est implacable, elle ne présente pas les mêmes plats deux fois de suite. Il faut absolument qu'on appelle François Hollande. La restauration a échoué et la Troisième République a pu s'enraciner, et d'ailleurs assez rapidement, et la France n'est plus jamais redevenue une monarchie. Et en fait, le point de départ de mon roman, qui est une uchronie, c'est que finalement le comte de Chambord accepte, fait abstraction de toute son éducation, de tout son héritage et accepte la restauration. Il devient roi, donc il devient vraiment Henri V. Et j'ai essayé de suivre un peu la trame historique. Il meurt sans héritier, donc la couronne passe aux Orléans, donc à Philippe VII et après lui à Jean III. Et qui est le roi qui règne en 1939 lorsque la guerre éclate, et il a un héritier qui est Henri, duc de Chartres. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? On en parlera pendant l'émission. Hélène Ravaud, vous imaginez-vous quelque chose d'encore plus extraordinaire mais de tout aussi monarchiste ? Vous imaginez que le comte de Paris et le duc d'Anjou sont d'accord ? Alors là, tous ceux qui sont en train de se mettre sur la tête sur les réseaux sociaux, vous en parlez d'ailleurs, et l'un des deux prétendants de la maison d'Orléans ou de la maison de Bourbon explique que le spectacle des gens qui croient soutenir la monarchie en s'insultant à longueur de statut sur Facebook et les réseaux sociaux est un spectacle lamentable. La petite guerre que se livrent sur les réseaux sociaux les fans de Louis de Bourbon et les fans d'Henri Orléans devient lamentable. Et donc, Louis de Bourbon et Henri d'Orléans décident très tranquillement d'abdiquer. Ils abdiquent un pouvoir qu'ils n'occupent pas, mais c'est pas grave. L'Orléans et le Bourbon décident que Henriette Hervine Martin, qui a décidé qu'elle allait devenir reine de France, a effectivement toutes les qualités requises. Vous imaginez en fait qu'une jeune femme a décidé qu'être reine de France, c'est exactement ce dont la France a besoin et c'est son destin.
Oui, mais elle ne l'a pas décidé. Elle ne l'a pas décidé. Ça lui est venu par une sorte d'inspiration soudaine, puisque Et divine. et divine, oui, puisqu'elle est à une émission. Elle souffre de myopathie, donc elle incarne dans son corps, d'une certaine façon, métaphoriquement, la souffrance que nous ressentons tous en France actuellement. Et quand elle est invitée à une émission à propos justement de sa maladie, on lui demande à un moment comment elle voit son avenir, qui est une question un peu terrible pour des gens qui ont une espérance de vie assez courte. Et elle ferme les yeux, elle les rouvre et elle dit si Dieu le veut, je serai sacrée reine de France. Et évidemment, gros étonnement dans le Landerneau. Cette figure d'Henriette Hervine Martin, alors évidemment Martin, on est absolument ravis. Non seulement ce sont évidemment, c'est le nom de famille de Sainte Thérèse et de ses parents, c'est celui de l'apôtre des Gaules, c'est le nom favori de tous les héros de Marcel Aimé ou presque. Voilà, on est farci de Martin en littérature et en catholicité. Elle a un mélange, c'est un peu Jeanne d'Arc, dire vous dites qu'elle a une armure à cause de sa myopathie, c'est un peu Saint-Martin à cause de son patronyme, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux à cause de sa jeunesse, de sa fragilité, de sa santé. On sent que vous avez composé une espèce de reine à la fois idéale et surprenante. Idéale parce que bien éduquée par des monarchistes fervents qu'elle découvre au hasard de ses pérégrinations, elle a compris que la monarchie est le véritable projet français. J'espère qu'on pourra en reparler avec Frédéric Lemoyle. Mais aussi, elle est parfaite parce que justement, ce n'est pas une reine façon Galadriel. Voilà, elle n'est pas grande, splendide, avec une chevelure absolument magnifique, un port altier et capable de monter à cheval. Au contraire, elle ressemble plutôt à une petite bergère, elle ressemble à Bernadette Soubirous. C'est une pas grand-chose. C'est une enfant qui appartient à une famille heureuse, ce qui est très rare aujourd'hui. C'est une enfant qui n'a jamais marché. C'est une enfant qui, effectivement, comme tous ceux qui ont ces maladies-là, n'a pas le choix et est obligée d'avoir une force de caractère et une dignité absolument formidable. L'armure dont vous parlez, c'est en fait le corset dont ces enfants sont enveloppés pendant toute leur nuit de sommeil de l'enfance pour éviter que le corps ne se déforme. Et en réalité, j'aimerais commencer par dire que je n'ai pas écrit sur la monarchie, mais sur la royauté. Ah, voilà, un vrai point. Alors, quelle est la différence ? Je pense que le monarque gouverne. La monarchie est un système politique, alors que sous le mot royauté, je vois beaucoup plus une sorte d'incarnation et que l'on sent dans la différence entre, c'est les mots qui me portent, entre les connotations du verbe gouverner et du verbe régner. Voyez, vous ne pouvez pas dire, vous pouvez dire, il régnait un grand silence. C'est un verbe qui peut s'employer avec un il impersonnel, comme il neige, il pleut. Et c'est ça que je vois dans l'idée de royauté, plus comme une espèce de diffusion. En fait, il y a quelque chose de théologique dans ma vision. L'idée que c'est l'Esprit Saint qui s'infuse un peu à travers cette jeune femme et qui s'infuse à travers tous les Français. Quand elle est face à Macron, puisque je refais les élections de 2017. Mais oui, c'est génial. Il y a un débat. Oui. Il y a un débat avec un type qui effectivement ressemble comme à Macron comme deux gouttes d'eau. Le jeune César. Voilà, mais qui lui dirige un mouvement. Alors vous avez crypté les choses et seuls les initiés comprendront. Ça s'appelle La République en route. Voilà. Donc clin d'œil. Et donc effectivement, elle discute face à Macron. Elle discute face à Macron et ça m'est venu comme ça parce qu'il se moque d'elle. Elle n'y connaît rien. Alors elle n'y connaît rien en politique, ni en finance, ni en économie, ni en. C'est Bayrou en beaucoup plus jeune.
Oh, oui, Non, je parlais de la finance. Hein. Voilà. mais donc il lui dit, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous venez faire? Parce que il la prend vraiment de haut, et elle dit, je viens rendre aux Français leur royaume. Et votre roman est bourré comme ça de répliques assassines et merveilleuses, et surtout c'est porté par cette jeune fille qui a un charme fou alors qu'elle est handicapée. Tout à l'heure, Hélène Ravaud, vous avez dit, en parlant de votre héroïne et en parlant du roi et de la différence entre monarchie et royauté, voilà, le roi règne, mais il ne gouverne pas. C'est exactement, si j'ose dire, ce qui se passe dans votre roman, Frédéric Lemoyle, où on est dans une monarchie constitutionnelle et où le roi effectivement, est soumis aux lois de la République, enfin aux lois de la monarchie constitutionnelle, et donc il a droit à se taper un conseil des ministres, un gouvernement. Voilà. Il n'est pas censé intervenir dans les affaires du royaume, mais justement, il a un rôle éminent qui est celui d'incarner la France. Lui aussi, ce nom d'incarnation, il est important. Et lorsque vous avez imaginé que le roi demeure, quel rôle donnez-vous en fait à cette personne du roi par rapport à ces événements qui se sont réellement passés, à ce personnel politique qui a réellement existé? Qu'est-ce que l'ajout de la variable roi change en fait dans l'exercice du pouvoir en France? Dans l'époque moderne, le roi ne peut, à mon sens, ne peut plus gouverner. Depuis la Révolution française, les populations, les sociétés sont fracturées entre une droite et une gauche. Et la fracture est tellement forte, et encore aujourd'hui, elle s'exprime de différentes manières, bien sûr, mais il y a toujours cette fracture. Le roi ne doit en aucune façon prendre parti. Car s'il prend parti, s'il exprime une opinion, il prend parti pour un groupe contre un autre. Et donc là, la monarchie participe à la division de la société au lieu de l'unir. Et le rôle désormais d'un monarque dans une monarchie constitutionnelle, dans une monarchie parlementaire, à l'époque moderne, c'est d'être justement le point d'unité des populations, des communautés qui se fracturent. On le voit en Grande-Bretagne, hein, chez nos amis britanniques, où la monarchie peut être un point d'unité. En Belgique, hein, la Belgique, ça fait longtemps qu'elle aurait explosé si ça avait été une république, puisque le président belge serait soit wallon, soit flamand. Or là, il n'est ni l'un ni l'autre, puisqu'il est le roi. Et donc, face à des événements aussi tragiques, le roi est vierge de toute intervention en faveur d'un parti, et il n'intervient que lorsque l'État et la nation sont en danger. Car le rôle du roi, c'est de protéger l'État. Protéger l'État des factions, des partis, de l'ennemi extérieur, d'où se pose la question, comment protéger l'État en cas d'invasion? Le roi doit-il rester? Le roi doit-il partir? Mais c'est cette fonction d'unité qui, à mon sens, est absolument fondamentale, d'où la nécessité absolue d'un roi qui ne doit en aucune façon prendre parti dans les querelles et s'abaisser dans les querelles politiciennes au risque d'abîmer la fonction monarchique. Alors, ce qui est Elisabeth Audrery, voilà, vous qui avez lu les deux romans. Alors moi, j'ai lu les deux romans avec beaucoup d'intérêt. Ce qui m'a frappé notamment dans la différence de vos deux romans, c'est vrai que c'est la vision que vous avez tous les deux du roi ou de la monarchie, suivant les termes que vous employez. Vous êtes très attachés effectivement à mettre en avant des rois sous la forme de l'héritier, on va dire, de familles qui sont connues, mais en revanche, vous éliminez totalement la notion de sacre, alors qu'effectivement, à l'inverse, dans le roman d'Hélène, on est sous une forme élective, qui est du coup plus adaptée, on pourrait dire, en tout cas notre mode contemporain. Je ne sais pas si c'est plus adapté, mais en tout cas qui reflète une réalité contemporaine des élections de nos gouvernements, mais vous êtes très attachés en revanche à la notion du sacre, d'où peut-être le fait que vous insistez sur la notion de royauté, plus que celle de monarchie. Et ce serait intéressant de savoir pourquoi l'un l'évacue, alors qu'il est dans un format plus traditionnel de famille plus connu, là où vous le mettez de façon centrale, parce que je pense, quand on lit votre roman, que sans sacre, vous n'avez pas de reine. Ah oui, oui. Voilà. Sans sacre, il n'y a pas de reine, puisqu'elle est d'abord élue présidente de la République. Pardon. Et puis elle Avec plus de 83% de participation. Ah non. Ah oui, de participation, oui. Ah oui, Oui. non, mais c'est un plébiscite, quoi. Oui. Non, mais c'est ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que ça rend fou l'extrême gauche, parce qu'il y a inévitablement des électeurs musulmans qui ont voté pour la reine.
Oui, c'est ce que vous dites. Et ça il y a me une, plaît il y a une beaucoup. partie des gens de LFI Oui. qui ont forcément voté pour elle. Oui, forcément. Et aussi des électeurs de confession musulmane. Parce que justement, la notion de royauté les touche au cœur. Parce qu'il y a du sacré. Parce que le problème de la République, c'est qu'elle a coupé tout lien avec le sacré. Le président de la République française ne prête pas serment, par exemple. On lui demande de reprêter serment. Au moment du sacre, où elle est d'abord couronnée. Donc au moment du couronnement, elle prête serment de respecter les lois. Et ensuite, elle est sacrée. Et oui, enfin, je voulais dire par rapport à tout à l'heure, cher monsieur, c'est qu'en fait, moi, comme je ne suis pas historienne et que rien ne me fait peur, ma reine gouverne. Eh ben, oui, mais elle a été sacrée, donc voilà, tout va bien. Là, effectivement, votre roi gouverne un tout petit peu quand même, Frédéric Lemoyle, parce que donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, les Allemands débarquent. Les républicains font au fond de la républicanerie, autrement dit, voilà, ils décident, quand ceux qui ne démissionnent pas sont juste en train de courir, se planquer ailleurs, et le duc de Chartres, donc fils du roi, lui brûle d'une saine colère à l'idée de pouvoir sauver son pays que les républicains ont l'air d'abandonner. Et d'ailleurs, il y a une tentation fasciste qui court à travers le roman, et c'est peut-être la différence entre régner et gouverner, c'est que certains monarchistes le poussent en fait à accomplir un coup d'État qui lui permettrait vraiment de diriger le pays comme un fasciste, c'est-à-dire avec une espèce d'étatisme absolu et où tout doit courber devant celui qui représente la puissance publique. Et lui, il s'y refuse parce qu'il considère que justement, il règne mais ne doit pas prendre parti. Mais néanmoins, il va poser des actes qui sont des actes de gouvernement. Il ne va pas se contenter de représenter. Il va fuir en Angleterre, en fait, ou plutôt il va s'exiler. Voilà, il est accompagné d'un certain De Gaulle, d'ailleurs, qui a l'air d'être extrêmement intelligent. Je veux dire, c'est la seule chose qui m'a légèrement déplu dans cet excellent roman. Vous tressez des couronnes à De Gaulle qui m'ont absolument étonné. Le type a l'air remarquable. Vous expliquez même qu'il s'est bien battu, ce qui m'a paru douteux, mais enfin... Je n'ai pas le souvenir, mais bon. Alors, il y a plusieurs choses là. Vous posez plusieurs questions. Alors, la question du sacre. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord, hein, bien sûr, et on peut très bien avoir une monarchie parlementaire avec sacre. Nos amis anglais, là aussi, nous le prouvent, et c'est d'ailleurs ce qui fait l'une des forces de la monarchie anglaise, là où toutes les monarchies européennes ont aboli, mis dans les placards à balai tout sacre, hein, même les papes, hein, tout ça c'est terminé. Donc, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il n'y a pas de sacre dans mon roman, tout simplement parce que j'ai voulu coller aux événements. Et donc l'héritage révolutionnaire pèse énormément. Le sacre de Charles X n'a pas laissé le meilleur des souvenirs. Et donc j'imagine un compromis qui est fait en 1873 avec les forces républicaines. C'est-à-dire on restaure la monarchie, mais une monarchie vraiment encadrée et pas de sacre. Ensuite, je dirais pas une tentation fasciste, hein, par contre, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que justement, l'héritier tel que je le décris, il appartient à la droite conservatrice qui est très hostile au fascisme, et encore plus au nazisme. Ah non, mais moi je parle de son âme damnée qui le pousse au coup d'État. Oui, mais pas... C'est lui qui est oui, plutôt... Oui, bien sûr, son secrétaire, un personnage que j'ai inventé, qui le pousse au coup d'État, mais c'est pas un coup d'État idéologique que l'on peut rattacher au fascisme. C'est un coup d'État, un coup de majesté, en quelque sorte, où le roi reprend l'initiative, reprend le pouvoir dans une situation d'urgence. Ce qui pose la question... et qui hante l'héritier, et surtout quand il devient roi en pleine débâcle. C'est-à-dire que le roi peut-il faire un coup d'État, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble des énergies derrière le roi, derrière la couronne, pour sauver la France qui est en train de mourir, ou est-ce que le coup d'État, en fait, va complètement diviser
la société, et donc dresser les Français les uns contre les autres. Et dans ce cas, le roi divise au lieu d'unir. Et il est poussé à l'interventionnisme, il brûle l'héritier, et ça, on l'a déjà vu dans l'histoire de France avec Louis XI et Charles VII, hein, le conflit entre le roi et un dauphin qui est pressé de gouverner, qui considère que son père est un incapable. Donc j'ai repris un peu cette perspective. Et donc il brûle en effet d'intervenir, et puis une fois qu'il devient roi, qu'il devient le roi Henri VI, eh bien il s'aperçoit que les choses sont un peu plus compliquées une fois qu'on est au pouvoir, et donc il est soumis à une véritable interrogation, qui est un peu le fil conducteur du roman, c'est-à-dire est-ce qu'il faut signer ou non l'armistice, et une fois qu'on le signe, si on le signe, est-ce qu'on reste, est-ce que le roi reste, ou est-ce qu'il doit partir ? Pour préserver l'exil, préserve la couronne de la compromission avec l'ennemi, mais si le roi reste, il peut protéger de son autorité les Français des rigueurs et des horreurs de l'occupation. C'est cette même question qui a hanté Christian X de Danemark, qui a hanté Léopold III de Belgique, avec deux effets différents, hein. Les Danois sont très reconnaissants à Christian X d'être resté, alors que Léopold III de Belgique a traîné comme une croix le fait d'être resté à Bruxelles, et donc d'être de cette en quelque sorte compromis avec l'occupant. C'est toute la problématique, hein, en fait, hein. Au-delà du débat sur l'armistice, c'est signer l'armistice certes, mais après, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on pas ? Est-ce qu'on reste pas ? Parce que si le pouvoir reste, forcément, il discute avec l'occupant. Il n'y a pas d'échappatoire. Mais c'est... Pardon. Non, mais c'est ce qui fait d'ailleurs de votre livre presque un roman à suspense, parce que c'est vrai qu'il y a ces deux phases où, quand il est encore juste héritier, il est très très dur avec son père, et on sent cette volonté de coup d'État quand même poussée par sa formation et puis par son secrétaire, et donc avec une vision assez dure de la monarchie. Puis effectivement, quand son père meurt et qu'il arrive au pouvoir, bon, il se rend compte que la réalité est un petit peu plus difficile, et que la guerre civile, qui a été parfois des exemples dans d'autres pays, lui fait un peu plus peur, effectivement, des conséquences que ça pourrait entraîner. Et puis, effectivement, cette question lancinante de savoir est-ce que le roi doit rester ou pas en fonction de la décision qui est prise. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, je trouve. Ce serait intéressant d'ailleurs que vous développiez davantage. Ah oui, on attend les autres épisodes. Vous avez dit conservateur, Frédéric Lomoille, et c'est exactement la manière dont Henriette Hervine Martin se définit. Elle, dans ce fameux débat avec le leader charismatique de La France en route, elle lui explique, mais je suis conservatrice. Oui. Je ne suis pas réactionnaire, je suis conservatrice. Alors, ça ferait extrêmement plaisir à Frédéric Rouvillois et Olivier Dard, qui ont consacré un bouquin entier, le dictionnaire du conservatisme, pour expliquer que ce n'était pas du tout la même chose. Et donc, quel est, vous, le sens que vous attachez justement à ce mot de conservateur ? Au fait que nous sommes de toute façon les héritiers d'une longue histoire. Au fait qu'on ne peut pas faire table rase du passé comme ce que nous a fait la Révolution. Mon roman est très sévère avec la Révolution française. C'est vrai. Il n'y a pas de raison d'être autre chose que très sévère. Elle est conservatrice aussi parce qu'elle reprend toute notre mémoire. Elle ne veut pas qu'on nous enlève la mémoire de notre passé, de notre façon de vivre, de notre littérature. Et je voulais rebondir sur quelque chose, parce que, Monsieur Lemoyle, tout à l'heure, je vous ai dit, votre roi évolue dans votre roman, et on a l'impression qu'il y a une certaine éducation qui se fait en lui. Parce que la différence entre nos deux romans, c'est que votre roi est héritier, la question ne se pose pas, il hérite du trône, et puis il est basculé dans un moment historique, tandis que ma reine à moi, il y a d'abord tout le temps de l'éducation. La moitié du roman en fait presque un roman de formation, où elle est formée, d'abord elle est formée par la maladie, qui lui donne ce courage et cette dignité incroyable. Ensuite, elle a l'amour fou de la connaissance. Elle rencontre des professeurs admirables, comme tous ceux que nous avons eu la chance de rencontrer, nous, à un moment dans notre vie. Et elle est formée par les humanités. Et c'est toute cette éducation-là... Elle est formée par sa famille.
Et elle est formée aussi, par sa femme. Des parents bien dans leur siècle, mais en même temps Oui. inventifs et catholiques. Enfin bref, ce qu'il y a d'admirable dans dans son conservatisme, il n'y a rien qui sente le rance. Voilà, c'est une jeune fille de son temps qui bénéficie d'ailleurs de développement technologique Oui. remarquable, et il n'y a pas de technophobie chez vous. Voilà, Non. elle parle anglais, elle pianote sur son smartphone. Enfin voilà, autant dire, on n'est pas, ce n'est pas une caricature de royalistes qui considèrent qu'il faut absolument s'habiller en crinoline. Dans les... Je me suis beaucoup amusée une fois elle parle anglais et elle a un de ses condisciples qui est incapable de prononcer un mot d'anglais et par contre excellent en latin et en grec, et le professeur l'alpague au cours suivant et lui dit: vous attendez que l'anglais soit devenu une langue morte pour vous décider à le parler? Voilà, Ça m'a beaucoup fait rire. Il y a comme ça, dans vos deux romans, il y a des passages qui sont très drôles, et en même temps, à chaque fois, il y a beaucoup d'esprit derrière la pointe spirituelle. Et vous me pardonnerez, Frédéric Lomolle, vous savez que c'est l'une des scènes absolument mythiques pour moi. Voilà, c'est le... tout pour ne pas laisser la France entre les mains de Blum et de ses alliés communistes. Mais Jean III balaya ses conseils d'un revers de la main. Le jour de la nomination, il attendit en toute tranquillité dans le salon d'audience l'arrivée du chef des socialistes, secrètement amusé par la perspective de l'imaginer un genou à terre, baisant la royale main. Blum entra, un large sourire aux lèvres, mais qui ne parvenait pas à masquer sa gêne. Il s'avança d'un pas mal assuré vers le souverain, qu'il accueillit avec une extrême amabilité. Jean III lui confia la charge de former en son nom un gouvernement, et Blum s'astreignit à la génuflexion protocolaire, fort heureux en vérité qu'aucun photographe ne fût là. Mais vous étiez là, Frédéric Lemoyle, pour imaginer cette scène géniale. Et est-ce que ça fait partie des scènes dont vous vous disiez qu'elles vous payaient de toutes les heures? Vous avez passé à écrire cette uchronie extrêmement documentée sur mai, juin, juillet 39. C'est vrai que c'est une scène qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer avec un sourire aux lèvres. Et d'ailleurs, vous savez, le sentiment monarchique, c'est aussi ce qui rend fou pas mal de progressistes. Et on retourne, chère madame, autour de votre élection, où votre héroïne a été élue, parce qu'en fait, la monarchie, elle est forte de son enracinement dans les couches populaires. C'est ça qui fait la force de la monarchie. La Restauration a commis l'erreur en 1815 d'avoir peur du suffrage universel, alors que le suffrage universel en 1815 aurait assuré l'enracinement de la Restauration. Parce que les couches populaires sont attachées à la figure monarchique. Alors, c'est pas intellectualisé, bien évidemment, c'est l'attachement à la figure du monarque. Monsieur, je me permets de vous interrompre. J'ai adoré dans votre roman le moment de l'Exode, où votre roi se retrouve avec tous ses enfants dans sa voiture et il voit autour de lui une foule et peu à peu, comme tout le monde lui parle, et peu à peu il voit un peuple. De la foule qui lui fait peur, il finit par voir un peuple. Et c'est un point commun entre nos deux romans dans les scènes de foule où il y a cette espèce de ferveur populaire que les classes dominantes ne comprennent pas, mais de toute façon, elles ne peuvent pas le comprendre. Elles n'ont plus aucune mémoire et aucune racine, et plus aucun lien avec le ciel. Alors donc, voilà. Fermez le banc. C'est tout à fait cela. Et l'élite, surtout quand elle est progressiste, ne comprend absolument pas cet attachement des couches populaires, en fait, au conservatisme. Pour reprendre en fait la conversation que vous aviez il y a un instant, je place dans la bouche donc du roi Henri VI cette phrase que je crois vraiment très très juste sur la monarchie, quand il dit « Nous sommes le passé, le présent et l'avenir ». Nous sommes le passé par nos ancêtres, nous sommes le présent parce que nous incarnons la monarchie, car la monarchie, c'est une institution organique qui s'incarne dans le corps du roi, et nous sommes l'avenir en fait par nos enfants et par nos héritiers. Et il n'y a pas la coupure que représente une révolution ou l'instauration d'une république qui veut faire table rase du passé. Pour ma part, j'ai voulu entrer dans le mystère de la royauté. Oui, parce que c'est un mystère, vous avez tout à fait raison, c'est le mot qui convient. J'ai consacré du temps à dire la beauté du rite. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris quand ils ont oint l'autel et que ça a duré si longtemps. En fait, j'ai un peu voulu faire pour
pour la royauté ce que l'Église a fait là pour Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire faire entrer le temps humain dans le temps liturgique. Et je pense que quand on est un peu français, quand on a échappé à toutes les horreurs qu'on nous assène en ce moment, quand on est resté un peu français, un peu cultivé, tel que l'école, en nous racontant l'histoire de nos rois, suffirait à le faire, on ne peut pas ne pas sentir ça. D'ailleurs, ce qui s'est passé autour de Notre-Dame de Paris, c'est très parlant, hein. Oui. Et puis Tout à fait. le comte de Paris est allé à la rencontre des agriculteurs, et très bien. Et il ne s'est pas fait recevoir comme un Manuel Valls. Bien sûr. Le roi Juan Carlos est allé à Valence et il n'a pas déguerpi comme un ministre socialiste. Enfin, non, on voit bien qu'il y a une ferveur. Elisabeth Audrery. Moi, je voulais revenir sur le roman, plus particulièrement de Une reine, rien d'autre, parce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est effectivement cette figure de la reine que vous incarnez, qui pour le coup sort complètement des images d'Épinal qu'on peut avoir sur l'idée du roi ou du monarque tel qu'on se l'imaginerait aujourd'hui dans notre pays. Et c'est vrai que vous choisissez, et au début c'était un peu surprenant, j'avoue, quand j'ai commencé le roman avec cette petite fille. Donc déjà vous choisissez une reine, donc une figure féminine, ensuite vous choisissez une figure qui est atteinte d'une maladie, dont on sait qu'a priori, elle aura une vie relativement plus courte. Enfin, en tout cas, vous cassez tous les codes du roi tel qu'on l'imagine. Et puis, dans un roman qui est quand même très attaché aussi quand même à la magie, un peu au conte de fées, etc. Et moi, j'aurais voulu savoir, effectivement, qu'est-ce qui vous avait inspiré cette figure-là, en fait. Est-ce que c'est cette figure qui vous permettait de parler plus largement du concept de royauté, ou si c'est la figure de la reine telle que vous espériez qu'elle soit finalement dans le futur, si tant est qu'elle venait à apparaître chez nous. Bon, je connais des enfants myopathes. On a toujours l'impression que ces enfants, un jour ou l'autre, vous voyez, quand vous voyez arriver un petit bébé et qu'au bout du 8 mois, il ne peut plus s'asseoir, enfin tout ce que je raconte, et que l'enfant est extraordinaire, parce qu'à 3 ans, à 4 ans, c'est elle qui soutient ses parents. Bon, vous vous dites que ce petit être-là, un jour, rayonnera. C'est ce qui m'est venu, et en fait, elle m'est venue comme ça, la petite Henriette. Et ensuite, ça a été aussi aspiré, tout le roman euh, a été aspiré par la descente dans les tombeaux de Saint-Denis à la fin, qui est quelque chose qui hante un peu tous les auteurs qui parlent de Tout à fait. la royauté, parce que si vous prenez Jean Raspail, Oui. Sire, d'ailleurs Jean Raspail, on en parle dans mon roman, mes personnages en parlent, ils adorent Jean Raspail. Oui, c'est sûr. Ils ont lu Sire, Mais ils ont une très bonne lecture. Fort logiquement. ils ont une très bonne lecture. Fort Voilà, Ouais, non, Bossuet aussi. On a le plaisir d'avoir quasiment 2 pages de Bossuet. Vous citez Oui. l'oraison funèbre, Madame Summer, Madame est morte. Voilà. Oui. Donc Jean Raspail, oui, c'est intéressé à ça. Il a fait un roi un peu de vitrail. Philippe Le Guillou aussi, dans Le Roi d'Or, s'est intéressé à la figure du roi. Il imagine en 2040-2042 un Philippe III, mais pareil, qui en fin de compte abandonne, qui n'arrive pas à aller au bout. Et c'est vrai que ce qui est drôle dans mon roman, c'est que je n'ai pas pu résister à l'enthousiasme. Mais oui, mais Ah non, je n'ai pas pu. c'est plutôt aimable. Vous, Frédéric Lemoyle, il y a au contraire une tension dramatique permanente. C'est-à-dire, voilà, effectivement, les Huns sont en train de déferler sur Paris, les ministres sont en train de démissionner, les généraux veulent capituler. Voilà. C'est pas du tout la fête. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on sait que c'est un roman, mais comme vous ne racontez que des choses qui se sont véritablement passées, moins la variable royale, que vous donnez des véritables noms, on a l'impression aussi que toute votre connaissance de l'époque, dans les atermoiements de Reynaud, dans ses calculs politiques, dans la façon dont Pétain veut ou pas s'engager, c'est une tranche de véritable histoire de France que vous nous racontez. Et il y a quelque chose qui m'a absolument fasciné, c'est tout l'enjeu des politiciens que vous montrez, tout l'enjeu de l'état-major militaire que vous mettez en scène, c'est ils veulent tous sortir le roi de son rôle d'arbitre, et ils veulent le forcer en fait à quitter le cadre de sa fonction, en fait, et ils veulent le plier à autre chose que le salut de la France et le service de la France. Alors moi j'ai beaucoup tenu à suivre les événements pour 2 raisons.
D'abord parce que mon corps d'homme et mon corps d'historien ont fusionné, hein, comme le roi, donc je ne peux pas ne plus être historien quand j'écris, même quand j'écris un roman. Et puis je voulais rendre les choses les plus crédibles possibles, afin que les lecteurs puissent vraiment imaginer ce qu'aurait pu être l'histoire de France avec un roi et, si vous avez bien compris, les avantages qu'on aurait tiré, que la France aurait pu tirer de la présence d'un roi à la place il y a 2 ou 3 moments où on de dit franchement, pas l'inoubliable. uniquement quand Bloom s'agenouille, on dit ah oui, là ça aurait été On bien. a Là. bien compris. Oui, je crois que voilà, c'est Le quand même très très suspense clair. n'est pas Voilà. là. Voilà, le suspense Voilà. n'est pas là. Plutôt que de l'inoubliable Albert Lebrun avec un roi, peut-être que les choses auraient été différentes. Ça n'aurait pas sauvé la France de la défaite. Mais si on part de l'idée que le roi quitte la France, avec ou sans armistice, peu importe, mais qu'il quitte la France, on n'aurait pas le conflit de légitimité que l'on a eu, bien sûr, entre le régime de Vichy et le général de Gaulle. Entre la France libre et l'État de Vichy, cette question qui empoisonne en fait l'histoire de France depuis cette époque, qui fait que les Français ont un rapport douloureux avec leur histoire, c'est-à-dire qu'en plus de la défaite, eh bien, on a cet épisode, voilà, du régime de Vichy et de la politique de collaboration avec les Allemands. Tout ça aurait été rendu impossible avec un système monarchique, puisque le roi, une fois parti à Londres, emporte l'État avec lui. Albert Lebrun, il ne pouvait pas emporter la Troisième République avec lui. Il ne l'incarnait pas, elle n'était pas à lui, il était l'héritier de rien du tout. Il n'était même pas élu au suffrage universel. Donc il n'incarnait rien du tout. Vous connaissez la phrase fameuse du général de Gaulle, Albert Lebrun aurait pu être un grand chef d'État, mais 2 choses lui manquaient, qu'il fût un chef et qu'il eût un État. Donc, avec un roi, quel qu'il soit, ce roi part et il emmène l'État avec lui. Donc l'État n'est pas à prendre. Et donc, voilà, un type comme l'horrible Laval, il aurait très bien pu gouverner le pays, mais sans aucune légitimité. Et le rapport des Français avec leur histoire dans cette époque tragique aurait été sans aucun doute différent, puisque le roi part, il emmène l'État et il revient avec l'État. C'est un peu la démarche... Il emmène la France même. Oui, bien sûr, mais c'est un peu la démarche du général de Gaulle, si vous me permettez de parler du général de Gaulle juste une demi-minute, quand il revient et qu'on lui demande de restaurer la République et qu'il rétorque, mais j'ai pas à restaurer la République, elle est partie avec moi et je la ramène avec moi, elle n'a jamais été abolie, alors on peut en penser ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même une démarche monarchique, si vous voulez, hein, dans cet aspect, et c'est ça qui, à mon sens, aurait tout changé dans le passé et dans le présent. Disons que les calculs de Gaulle, notamment, je vous cite, page 320, « Le refus de l'armistice et le départ de votre majesté à Londres ont apporté à la cause de la France un nombre incalculable d'atouts. Sa participation au combat a fait d'elle une alliée de premier ordre, respectée et écoutée autant par les anglo-saxons que par les soviétiques. » On ne peut pas dire que De Gaulle y soit arrivé à être respecté par les anglo-saxons et encore moins par les soviétiques. « Nous avons pu mettre à disposition de l'effort de guerre toutes les richesses de notre empire colonial. De Gaulle a contribué à faire en sorte de le ruiner. Nos troupes reconstituées et aguerries ont participé aux divers débarquements en Europe avec l'apport de notre flotte. Il a fait partie de ceux qui ont réussi à détruire la flotte par ses ordres directs ou indirects, et il a empêché le débarquement de Corse, qui était quand même une sottise absolument magistrale. » Donc voilà, 2 ou 3 choses qui m'empêchaient d'adhérer pleinement à votre vision d'un De Gaulle grand, beau, oui, mais c'est pas intelligent. De Gaulle qui fait tout ça. Non, c'est le roi. C'est le roi, oui. C'est le roi. Mais attention, mais c'est De Gaulle qui le dit. Il y a De Gaulle à côté de lui. C'est le roi qui le fait, tout ça, parce qu'il faut bien comprendre en fait les propos que je prête là au général de Gaulle, c'est-à-dire que quand le roi finalement part et lance l'appel à la place du général de Gaulle, et qui lance le fameux appel, à la différence du général de Gaulle qui était tout seul quand il a lancé son appel, parce qu'il n'était en fait pas grand-chose le 18 juin 1940, si c'est le roi qui lance l'appel, eh bien le général Weygand, lui, il part immédiatement, d'abord parce qu'il est de sentiment monarchiste, alors en plus il y avait une monarchie évidemment, mais aussi parce qu'il a prêter serment de fidélité au roi, donc le roi appelle, lui, il s'en va. Même l'horrible Darlan, il part aussi, tout homme de gauche qu'il était, eh bien, il part à Londres avec la flotte. En fait, tout le monde rejoint le roi. Et là, évidemment, ce qui reste d'armée française et la flotte, intacte, en 1940, participe à la guerre pour la libération de la France. Ce qui aurait complètement changé
le statut de la France, évidemment, en 1944-45. Il n'y aurait pas eu l'ambiguïté. Parce que, bien sûr, la France est dans le camp des vainqueurs, mais enfin, quand même, c'est quand même une situation extrêmement ambiguë. Ni les Américains, ni les Soviétiques ne voulaient entendre parler de Gaulle et de la France dans le camp des vainqueurs. Là, avec le roi qui part et qui lance l'appel, eh bien, il n'y a pas d'ambiguïté. La France est bel et bien dans le camp des vainqueurs. Il lance l'appel le 17 juin. D'ailleurs, tout à fait. Donc, vous voyez, j'ai bien fait une différence. Hein. Voilà. Et Hélène, dans votre roman, comme dans le vôtre, Frédéric, on sent que la royauté paraît à chaque fois réparer quelque chose qui a été brisé, mais qui est encore là. C'est-à-dire, si elle veut devenir reine de France, c'est qu'elle sent que c'est le baume sous lequel le cœur de la France ne saignera plus, et même chose pour vous. Voilà, c'est cette France meurtrie par l'invasion. Voilà, elle peut être sauvée pourvu que le roi, le futur roi, accepte d'être roi et non pas de devenir un homme de parti. Tout à fait. Donc, en fait, il y a une fonction thérapeutique et il y a une fonction salvatrice. Enfin voilà, il y a une fonction thaumaturgique en fait de la royauté française. Voilà, c'est ça, c'est le roi thaumaturge en fait des blessures de la nation. Il soignait les écrouelles au moment du sacre, et même le roi constitutionnel, même le roi parlementaire peut soigner les blessures en rassemblant les Français, et bien sûr en étant à la hauteur des événements, en ne devenant pas, comme vous l'avez très bien dit, un homme de parti. Alors à cela s'ajoute chez moi le fait que c'est une reine. Mais oui, c'est mieux, c'est une femme. Sans faire de mauvais féminisme, la question n'est pas là. Mais c'était ma question d'ailleurs de tout à l'heure. Pourquoi l'avoir incarné dans une femme ? J'y arrive. C'était très intéressant parce que d'abord, ça serait la première reine de France réelle. Tout à fait. Puisque jamais les reines de France elles ont eu le titre, mais jamais eu le pouvoir. Donc ça serait la première reine de France dans toutes le sens du mot. Ensuite, parce que c'est quelque chose d'avoir une reine dans un pays qui a consacré toutes ses cathédrales à Notre-Dame. C'est-à-dire que la part féminine de Dieu est extrêmement est présente dans le cœur des Français, depuis la montée en gloire de Marie au XIIe siècle, au XIe, XIIe siècle. Je pense que le fait que ça soit en effet une jeune fille, une jeune femme, participe de l'amour de l'amour que les Français lui portent. C'est-à-dire qu'en réalité, les Français ne veulent pas d'un retour à la monarchie. C'est le paradoxe. Ils ne veulent pas d'un retour à la monarchie. Mais elle, celle-là, cette jeune femme-là, cette jeune reine-là, ils la veulent. Il y a quelque chose dans la personnalité d'Henriette, effectivement, qui séduit les cœurs et les esprits. Qui séduit les cœurs et les esprits. Et puis, moi, c'est pas du tout un roman historique, c'est un peu un conte de fées. Je parle aux lecteurs de leur part d'enfance. Je leur demande de croire naïvement à ce que je raconte. Je leur parle pour leur faire retrouver une naïveté heureuse, une espèce de confiance dans les faits de la République. Non, mais c'est génial. Enfin, en tout cas, quand elle est à Macron, on y croit à fond. En fait. Dans les faits de la politique, dans les faits EES, dans les faits de la République. Alors, politique. On va méditer cette expression totalement oxymorique en écoutant un petit bobino. Chers amis, comme l'an passé, un généreux mécène renouvelle son soutien à notre radio. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don fait à Radio Courtoisie d'ici le 31 décembre.
Vous le comprenez, il s'agit d'une aide providentielle, car nous avons besoin de 120 000 euros pour finir 2024 à l'équilibre et de 100 000 autres pour lancer les enquêtes et reportages qui nous permettront de promouvoir vos idées et de combattre celles de nos ennemis en 2025. J'insiste, il n'y a pas de petits dons. Chaque euro compte. Plus que jamais, et surtout si vous écoutez nos programmes sans contrepartie, je vous demande de participer à notre marathon du don afin de développer Radio Courtoisie pour toujours mieux défendre vos idées. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Alors, les faits de la République, j'ai eu le temps de digérer la chose. Les faits de la politique. Ah, de la politique. Je voulais dire. Ok. De la politique. Ah, Oui. 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 Pour en revenir à l'idée de l'importance d'une reine et non d'un roi, la France a toujours été assimilée à un personnage féminin. Et quand vous écoutez un poème que fait Charles d'Orléans quand il est exilé en Angleterre pendant une vingtaine d'années, il est à Douvres-sur-la-Mer et il regarde de l'autre côté et il voit « France que mon cœur doit aimer ». Si vous prenez le verbe devoir, cela veut dire que c'est comme la dame à qui on doit allégeance, enfin, devant qui on doit ployer le genou et que l'on doit servir. Donc la France est une allégorie féminine. Voilà, donc c'est aussi ce qui fait qu'Henriette a tant de succès. Henriette a du succès et en même temps, Henriette est blessée, on l'a dit. Moi, elle m'a fait penser au personnage du roi Méhénier dans la table ronde, le roi pêcheur. C'est celui qui est censé... dans la table ronde, en fait, il y a un roi qui est navré dans sa chair et en fait, c'est parce qu'il a commis, il a fauté et donc normalement, et il est en même temps le gardien du Graal et donc on attend qu'un chevalier arrive et réussisse à prononcer les paroles qu'il faut pour le guérir. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est aussi comme mais elle n'a pas fauté, ma petite reine. Mais non, mais elle est blessée quand même. Elle n'a pas fauté. Elle est comme la nature. Elle est blessée à cause du péché originel. Je veux dire, évidemment, ce n'est pas sa faute, mais elle porte une blessure. Voilà. J'ai essayé de le raccrocher à la table ronde. En fait, c'est surtout à cause de John Barman dans Excalibur. À un moment donné, le roi Arthur ne va pas bien. Et quand le roi Arthur est guéri, il chevauche et tout autour de lui, le royaume qui était plongé dans un automne perpétuel refleurit. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film des années 80. Ouais. Donc, la cavalcade royale avance et en même temps qu'il avance, les prairies refleurissent et les arbres se couvrent de fleurs. Enfin, c'est un moment absolument admirable. À côté de ça, le film est une boucherie absolue. C'est comme l'été de la Saint-Martin. Voilà. Mais puis Hélène Mirren était diablement jolie à l'époque. Frédéric Lemoyle. Voilà. Donc il y a la scène Bloom. Est-ce qu'il y a une autre scène plus aimable, moins ironique, plus belle que vous avez, à laquelle vous étiez attaché et que vous avez écrite? Alors, la scène à laquelle j'étais le plus attaché, en fait, je suis très content, madame, parce que vous l'avez soulevé, c'est lorsque le roi, donc Henri VI, fuit Paris pour les châteaux de la Loire. Et il est pris, j'imagine, une scène où le cortège est pris au milieu de la foule de l'Exode. La voiture ne peut plus avancer. Et il est reconnu. Vous réécrivez la fuite à Varennes. Oui, bien sûr. Oui, parce que la fuite. Et vous en faites quelque chose de. Voilà, parce que la fuite à Varennes, c'est aussi un événement. Alors là, on pourrait faire une magnifique uchronie, évidemment, sur la fuite à Varennes, parce que c'était un événement très important. Où le roi fuit le danger, non pas à l'étranger, parce qu'il n'a jamais voulu fuir à l'étranger, il voulait rejoindre des troupes fidèles près de Metz. Mais là, il s'agit de sauver la couronne et l'État des factions. C'est ça la fuite de Varennes, en fait. Et donc, voilà, pour en revenir, donc Henri VI, le cortège est pris dans la foule, le roi est reconnu, et il ne sait pas comment la foule va réagir. Parce qu'il fuit, effectivement, c'est un roi fuyard, et il décide de sortir de la voiture, et là, il y a une communion
qui se fait entre le roi et la foule. La foule l'entoure, c'est-à-dire les femmes, les personnes âgées, les adolescents qui sont sur les routes de l'Exode. Et il y a une véritable communion. Et c'est là où vraiment il prend conscience effectivement que c'est son peuple. C'est plus des catholiques, des juifs, des athées, des communistes, des royalistes. Enfin voilà, il ne voit plus des individus divisés, mais il voit un peuple et ce peuple qu'il doit sauver. Ce qui contribue dans le roman à sa perplexité, à sa réflexion, c'est-à-dire que là, il y a une telle communion avec ses sujets qu'il ne veut plus les abandonner. C'est là où il comprend que le roi doit rester, qu'il est le roi thaumaturge de la défaite et de la nation, et du corps de la nation qui saigne. Et son rôle, c'est de soigner ses blessures, mais en restant. C'est vraiment la scène qui m'a donné une des scènes pour laquelle j'ai eu le plus de plaisir dans l'écriture. Plus celle de la discussion avec le maréchal Pétain quand il doit ou non donner le pouvoir au maréchal Pétain. Quelques secondes suffisent pour qu'Henri soit encerclé, presque opprimé, avec devant lui des faciès stupéfiés, éreintés, encrassés. Une jeune fille murmure « Il se tire aussi, cette ordure ». Mais les autres visages, eux, expriment très vite surprise, émerveillement et surtout consolation devant cette apparition quasi magique du souverain. Des mains sales et tremblantes saisissent les siennes pour les porter à leurs lèvres humides. D'autres touchent son dos, ses épaules, son bras, son cou. Une vieille en larmes et couverte de poussière parvient même à se faufiler pour lui caresser la joue de ses doigts squelettiques. Là, on a vraiment l'impression de la vieille de l'Évangile, en fait, tout à fait. qui effleure le manteau du Christ. C'est ça. Henri réussit à se retourner, mais ses gestes se répètent de tous côtés. Une insoutenable odeur de sueur le saisit à la gorge. Il voit Louise, donc sa femme, elle aussi entourée avec un enfant dans les bras, tandis que des signes d'affection et d'autres baisers sont envoyés au prince resté dans la voiture. Des applaudissements éclatent, des vives le roi retentissent, des sourires illuminent ces figures altérées par la fatigue, les privations, la peur. Le roi est avec eux, leur roi. Des frissons parcourent le corps d'Henri. Il entend une voix faible derrière lui, « Restez avec nous ». Une autre qui hurle, « Sauvez-nous ». « Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous abandonnerai jamais », dit-il. Il ne voit autour de lui ni sans-culotte, ni enragé, ni communiste, ni fasciste, ni catholique, ni juif, ni lâche. Juste un peuple à la dérive, son peuple, agrippé à ses mains, qui autrefois guérissait les écrouelles. Voilà. Et ça, c'est... Voilà. Et après, on a le discours du 17 juin qui est plutôt sympathique. Puisqu'il y a un rapport, comme on le disait, avec l'incarnation. C'est-à-dire même dans une monarchie parlementaire, il y a quand même un rapport particulier avec le corps du roi. Personne ne pouvait toucher le corps d'Élisabeth II, le protocole l'interdisait. Alors Charles III, c'est un boomer, donc il a un peu changé les choses. Mais à l'époque d'Élisabeth II et de ses prédécesseurs, qui n'avaient pas de pouvoir, il y avait quand même une mystique du corps royal, parce que la monarchie est un système de l'incarnation qui incarne l'institution et qui incarne également la nation. Alors, cette institution qui est incarnée par un corps, cette nation, cette patrie, vous en parlez vous aussi avec la manière dont Pierre réfléchit. Pierre, donc, qui est le frère, si je ne m'abuse. Non, l'amoureux. Alors, Pierre, c'est l'amoureux. L'amoureux d'Henriette Hervine. Son frère, c'est Perceval. Voilà. Oui. Et il est en train d'imaginer ce qui pourrait se passer, et lui n'y croit pas. Tout cela est absurde. Même si les sondages laissent croire qu'elle va gagner les élections, c'est impossible. Elle n'a que 23 ans, elle n'a aucune formation politique, elle n'a aucun programme. Ah oui, alors ça, Macron le lui reproche, vous n'avez pas de programme. Voilà, alors. Et elle lui répond, mais vous n'avez qu'un programme. Mais oui, et en plus, il ne l'a même pas appliqué. Mais enfin, bon, ça, elle est plus généreuse que moi, elle lui fait pas remarquer. Elle n'est affiliée à aucun réseau, elle semble ignorer les enjeux financiers, géopolitiques, commerciaux, et les myopathes. Tout cela va éclater comme une bulle de savon, les Français vont atterrir. Comme toujours, après avoir bien rêvé, ils vont relester leurs semelles et retomber sur le plancher des vaches. Tiens, d'ailleurs, j'y pense. A-t-on le droit de se présenter à des élections quand on est atteint d'une maladie incurable ? Et si ça se réalisait ? Si contre toute attente, contre toute raison, contre toute logique, elle était élue et élue reine ? Si l'histoire nous réservait ce nouveau coup de théâtre ? Si comme Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Napoléon ou Charles de Gaulle, décidément, Henriette devait traverser le ciel comme un météore quelques années, si se déversait sur elle en une onction que les onctions du sac ne feraient que ratifier les millions de voix perdues d'une exsangue démocratie ? Oui, c'est pas une question, mais j'attends un commentaire.
C'est le moment où Pierre commence à comprendre que ça va réellement arriver. Il y a quelque chose du rêve, en fait, quand même. C'est-à-dire, quand on vous écoute parler tous les deux, et puis particulièrement dans le passage que vient de lire Richard, et je pense que c'est un peu ça, peut-être la question sous-jacente, peut-être pas de Richard, mais en tout cas que moi je vous pose. Ça me paraît... Qui fronce les sourcils, c'est terrible quand je Mais non, parle. pas du tout, pas du tout. J'ai Ce la qui lumière me dans les yeux. déstabilise terriblement. Ne vois comment sourire. Qui est la notion presque du rêve, parce que c'est vrai que quand on vous entend, il y a quelque chose un peu du désir ardent, effectivement, de la figure du roi qui serait ou de la reine, qui serait un peu celle qui viendrait nous sortir de tous nos maux, parce qu'ils incarneraient quelque chose qu'on ne retrouve plus du tout dans nos gouvernements. Non, mais je crois que vraiment, la grande question, c'est le rapport au sacré. Voilà, et donc c'était un peu ma question. Et là, on est dans un pays qui a coupé le fil qui nous reliait au ciel. Je crois qu'il n'y a que la Chine dans le monde entier qui a coupé le lien avec le sacré à ce point-là. Et je suis persuadée que c'est cela qui nous manque. C'est cela qui fait que d'ailleurs mon roman n'est pas compris. Je l'ai fait lire à plein de gens qui m'ont dit mais il n'y a aucune ironie, tout est naïf, il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de personnages déconstruits, il n'y a pas de woke, il n'y a pas de non, il y a en effet il y a pas tout ça parce que ce que je veux faire, c'est montrer que si on n'avait pas perdu ce lien avec le sacré, on ne serait pas dans toutes les folies d'hommes transhumanistes dans lesquels on est plongé aujourd'hui. Il y a 1000 romans qui moquent avec talent l'époque. Ce qu'il y a d'admirable, c'est que votre héroïne est totalement crédible. Voilà, donc elle est de son temps, et le fait qu'elle réussisse comme ça, aidée par sa famille, aidée par la foi de sa famille, d'abord à être heureuse et non pas à être confite en elle-même et pleurant sans cesse sur son malheur d'être malade, et qu'elle devienne une jeune fille accomplie, moins cette diminution physique, qu'elle s'ouvre avec des discussions intelligentes avec des gens probables à une autre dimension de la France, quel est le sentiment juste, et qu'effectivement les Français attendent autre chose qu'Emmanuel Macron. Enfin, tout ça est éminemment crédible. En fait, il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin de rajouter de l'ironie pour moquer l'époque. Enfin, voilà, 1000 gens le font très très bien. Là, on a besoin au contraire d'un roman qui nous dise c'est possible. C'est exactement comme le vôtre. En fait, c'était possible. Alors, donc, c'est un peu plus cruel parce qu'avec vous, c'était possible. Mais malgré tout, on se dit mais voilà, il s'en faut d'un rien pour que ça redevienne possible, parce que votre discours romanesque est un discours sur le sens du sacré, cette nécessité, et votre discours est un discours sur la nécessité de l'arbitrage, du souverain et de l'abandon du système des partis. Et là aussi, c'est terriblement convaincant. Vous aviez cette idée politique derrière ? J'ai chaussé mes gros sabots. Oui. Tout ce qu'il y a de subtil dans vos bouquins, je tiens à le mettre sur la table, à le piétiner un peu. Il est évident que, surtout dans des sociétés troublées comme les nôtres, il y a plus que jamais besoin d'un pôle de stabilité. Mais là où ce qui rend beaucoup plus pessimiste, je ne sais pas, mais ça peut être l'objet bien sûr d'un débat, c'est que il y a une tension énorme au sein du peuple français, qui est un peuple monarchiste et régicide en même temps, comme dirait l'autre. Et ça crée une tension extrêmement, extrêmement forte. C'est-à-dire que vous avez d'un côté quand même cette nostalgie qui est forte chez le peuple français, profonde. Quand on voit les funérailles de la reine d'Angleterre. Oui, les millions de Français qui ont regardé cela, qui sont attachés à toutes les histoires de la monarchie britannique, l'enterrement, le couronnement de Charles III. Donc il y a un attachement, je pense, profond, mais dans le même temps, il y a une passion égalitaire qui est quand même extrêmement puissante. Alors, je ne parle pas de tous les délires wokistes qui ne concernent qu'une minorité, mais il y a quand même une passion égalitaire dans le pays, et puis une image quand même extrêmement négative de la monarchie, qui est associée à l'inégalité
dont les Français ont absolument horreur, on le sait, depuis 1789. Et c'est pour ça ce qui qu'ils me rend- élisent des députés qui ne sont pas soumis à l'impôt et qui font payer jusqu'à une date récente leurs funérailles Voilà. par le peuple. Et c'est pour Mais ça bon. aussi qu'en même temps, ils les détestent. Alors, c'est extrêmement compliqué, évidemment. Regardez, les présidents de la République, si on prend Giscard ou Mitterrand à la fin de leur mandat, l'un des grands reproches qui leur a été fait, c'était de se conduire comme des rois, d'avoir une dérive, comme on dit, monarchique. Alors, c'est une dérive, mais enfin, on leur reproche une dérive monarchique. Mais en même temps, là aussi, quand vous avez François Hollande qui veut faire le président normal, vous avez Nicolas Sarkozy qui a un comportement qui est jugé vulgaire par rapport à sa fonction, alors le même peuple français leur tombe dessus en disant qu'ils sont indignes de la fonction. Après, c'est insoluble comme problème. Parce que Soit quand ils disent dérive monarchique, en réalité, c'est dérive tyrannique. Hein. Alors peut-être. Oui, c'est le côté le peut-être, fait du prince qui mais énerve les gens. il y avait aussi l'attitude, hein, souvenez-vous de Giscard, auquel on reprochait ses interviews à l'Élysée avec la cheminée Oui, mais Louis voilà XV, le pourquoi fauteuil ma reine- Louis XV. Mais voilà pourquoi ma reine pauvre, ma petite reine qui est pauvre, qui est riche de sa pauvreté, voilà pourquoi elle ne donne jamais cette impression-là. Qui s'installe au château de Vincennes en plus. Comment Et qui s'installe au château de Vincennes. Et qui s'installe au château de Vincennes. Oui, c'est vrai. Non, et ce qu'il y a bien, en fait, il y a si jamais les prétendants nous écoutent, et forcément ils écoutent Radio Courtoisie, il y a un manuel pour gagner le cœur des Français en lisant Une reine et rien d'autre d'Hélène Ravaud aux éditions Ovadia, et il y a un excellent manuel politique en lisant L'appel du roi de Frédéric Lemoyle aux éditions de Paris Pierre Tecky. Voilà, pardonnez-moi, je le dis maintenant, j'aurais dû le répéter toutes les 10 minutes pour les auditeurs qui arrivent en cours de route, mais j'aurai le temps de le répéter à nouveau en fin d'émission. J'ai demandé à Frédéric Lemoyle quelle était la scène qu'il avait eu le plus de plaisir ou le plus d'intensité à écrire, donc cette espèce de fuite à Varennes inversée. Et vous-même, indépendamment du magnifique débat avec le camarade de La France en route, quelle est la scène que vous avez eu le plus de plaisir à imaginer et à écrire ? Parce que c'est deux choses différentes que d'imaginer une scène géniale et d'être obligé de trouver les 500 mots pour l'écrire. La scène du sacre a été un véritable plaisir à écrire. Mais la grande scène que j'avais écrite en réalité au début, et c'est celle qui a aspiré tout le roman, c'est la scène de la déploration sur les rois, Et donc, à Saint-Denis. à Saint-Denis. Donc elle descend dans la basilique de Saint-Denis. Il se passe... Cependant, le cœur l'appelait continuellement. C'était un appel pressant, astral, inextinguible, et qui ne s'adressait qu'à sa solitude. Appelée à l'aide, demander qu'on la transportât sur bras d'homme, elle s'y refusait. Et là, elle immobilise ses mains, une voix comme elle n'en a jamais entendu parle en elle, et dit « Reine de France, lève-toi. Descends. » Le temps a changé de nature. Il lui semble qu'elle s'est déjà dressée sur ses jambes nouvelles, alors que le lent travail du miracle ne fait que poindre. Et après, vous avez la déploration sur les rois, que j'ai tellement aimé écrire. Je suis descendue dans les caveaux de Saint-Denis et j'y ai trouvé mon cœur. De la claire fontaine de mon enfance, j'ai suivi le cours. Je l'ai trouvé bondissant et limpide avec des cascades joyeuses, et je suivais son cours sans me douter qu'il remontait les âges et me menait aux chutes effroyables et souterraines de notre mémoire sinistrée. Où sont nos princes? Où sont nos rois? Et il est intéressant qu'en fait, tous les deux, nous ayons imaginé une scène dans la basilique Saint-Denis, puisque moi aussi j'en ai imaginé une, et en fait exactement dans le même esprit, parce que c'est ça qui est saisissant quand on va dans la basilique Saint-Denis, c'est que c'est vide, c'est que les tombeaux sont vides. Les révolutionnaires, quand ils ont profané les tombeaux en 1793, savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils coupaient la France de ses racines. Ils ont quand même récupéré tous les ossements qui sont mis dans un monument complet où il y a tous les noms. Alors après, sur la gauche, oui. Après, à la Restauration. Ah oui, ils ont été vidés. Oui, voilà. Ah, oui, les tombeaux ont Oui. été vidés, les corps ont été jetés dans une fosse commune et récupérés après à la Restauration. Mais en fait... Et le cœur de Louis XIV a servi à faire de la peinture rouge.
Mais exactement, et c'est ça la différence, c'est qu'on va visiter, moi ça m'a beaucoup frappé quand on va visiter Westminster à Londres, c'est-à-dire que là les tombes, elles sont pas vides. Il y a les monarques, et donc il y a le lien avec le passé. Moi ça me saisit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la coupure avec le passé, qu'incarnent ces tombeaux qui sont vides. Et n'importe quel monarchiste, si vous en connaissez, qui irait se promener à parcourir les travées de la basilique Saint-Denis, ne pourrait être que saisi par ce vide abyssal, voire glacial, qui le saisit depuis en fait la profanation des tombes. Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui va dans le sens de ce que vient de dire Oui. monsieur? Il faut lire Chateaubriand. Et l'horreur de ce pays décapité de ses clochers, pays inconnu, pays muet, sans église, sans volée de cloches, sans statues, sans vitraux, et Madame de Sévigné, elle aussi, arrachée à la paix de la tombe et lancée dans la chaux, pays sinistre qui s'est arraché l'âme. S'ils avaient pu creuser jusqu'à Dieu, ils l'auraient fait. Ah, qu'ils auraient donc aimé, après des jours et des nuits d'excavation, parvenir à une vieille idole en putréfaction, l'arracher toute pantelante, la jeter au milieu de la foule pour qu'elle en piétine jusqu'au dernier atome et proférer enfin à la face de l'ancien monde « Dieu est mort ». Ouais, mais si vous voulez détruire la monarchie, comme la monarchie est un système de l'incarnation, il faut s'attaquer au corps. Il faut s'attaquer au corps du roi. Donc Louis XVI est décapité et les tombes de ses ancêtres sont ouvertes et profanées et les corps dispersés. Mais je pense qu'ils veulent aller encore plus loin que ça. Ils veulent extirper la royauté, mais comme la royauté est fondée sur la divinité, ils vont même proclamer la mort de Dieu, aller jusqu'à extirper. Ça va ensemble. C'est ça va ensemble. Le renversement du trône et de l'autel. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a une histoire qui nous est très très spécifique en France. Quand on voit qu'il y a encore des monarchies dans d'autres pays européens, ce qui m'intéresserait moi de savoir, c'est quand vous écrivez vos uchronies en imaginant ce que pourrait être le roi aujourd'hui, est-ce que vous avez en tête l'idée en fait de mettre en avant une spécificité de la royauté à la française? Ou est-ce que en fait vous vous inspirez de ce qu'on peut voir dans d'autres pays comme la Belgique, l'Italie, etc., où finalement vous avez des exemples de ce qui se passe réellement aujourd'hui quand on a des monarchies installées dans ces pays-là? Ou est-ce que vous imaginez que notre histoire ferait des monarques ou des rois qui auraient une ampleur particulière, en tout cas une densité particulière, qui ferait la spécificité des rois? La monarchie en Espagne ne va pas très bien, actuellement. Oui, mais du coup, ma question, c'est que quand vous Oui, avez écrit votre livre, vous aviez en tête la royauté française ou une idée de royauté Non, la royauté française. Et vous aussi, Frédéric Lomoille? Pour ma part, donc, la monarchie que j'imagine, c'est une monarchie bien sûr inspirée du modèle britannique. Alors, pour deux raisons. D'abord parce que personnellement, je trouve que c'est le meilleur des régimes, c'est qu'il a atteint un système d'équilibre entre les pouvoirs pratiquement à mes yeux parfait. Et puis parce que, bien sûr, c'est ce qu'on essaye de faire depuis 1789. Pourquoi la France est en instabilité depuis 1789? C'est en partie, c'est pas la seule raison, mais en partie parce qu'on n'a jamais réussi à faire un système à l'anglaise. Mais je place bien ce système monarchique dans l'histoire de France. D'où, je le disais tout à l'heure, l'absence de sacre, et d'où les différents courants politiques qui existent, l'impossibilité pour le roi vraiment de régner face à des républicains qui existent quand même, parce que même si la monarchie est restaurée en 1873, évidemment, l'idée républicaine n'a pas disparu loin de là, comme elle existe en fait dans les systèmes monarchiques européens. Et donc, le roi est bien obligé de faire avec. Il y a toujours cette menace du renversement de la monarchie. Et on sait que depuis 1789, c'est extrêmement facile de renverser une monarchie. C'est extrêmement difficile de restaurer une monarchie. Nous, on a raté. Après 1815, on a essayé toutes les sauces. Les Bourbons, les Orléans, les Bonaparte, on a tout essayé, ça a jamais fonctionné. Puis à l'époque moderne, le seul exemple qui vient à l'esprit, c'est l'Espagne, justement. C'est la restauration par Juan Carlos de la monarchie. Après, le nombre de monarchies qui sont tombées depuis 1918, on ne les compte plus tellement elles sont
elles sont nombreuses. Donc la restauration de la monarchie, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puisqu'on fait face évidemment à des forces extrêmement puissantes et qui sont bien décidées à ne pas se faire avoir. Est-ce que sa réussite, elle tiendrait, cet équilibre entre à l'anglaise, puisque c'est l'exemple que vous prenez, ou si ça tiendrait finalement à une spécificité, j'insiste sur cette question, d'une royauté qui nous serait propre en fait, Alors, avec une vision propre, ça qui nous serait propre, ce qui a fait en fait finalement la monarchie à la française, dont les gens sont nostalgiques quand ils y sont attachés en fait. Oui. On n'est pas attaché à la royauté à l'anglaise en France. Vous y êtes attaché peut-être dans une forme d'exercice de pouvoir, mais je pense que les vrais monarchistes... Mais c'est par défaut. Voilà, Oui, c'est par défaut. ne s'attachent pas on ne peut pas avoir d'exemple. Mais d'où l'intérêt. Concret. Non, on ne peut pas avoir d'exemple, mais est-ce que vous, quand vous créez vos romans avec cette vision de ce que pourrait être la royauté aujourd'hui, c'est une royauté totalement rêvée par rapport aux avantages ou aux valeurs qu'elle pourrait être transmise, ou si finalement vous lui attachez quand même quelque chose de particulier, de charnel, de quelque chose qui nous est propre, de notre culture française en fait. Pour ma part, il y a quand même l'immense personnage de Saint-Louis. Qui intervient dès la formation initiale d'Henriette Hervine, puisque son frère trouve un article où on explique qu'on a retrouvé la souche du chêne de Saint-Louis. Oui. Et donc, il y a quand même cette grande figure... Et toute figure, la fraternité dessine en permanence les racines et leur réseau. Oui, il y a quand même cette grande figure tutélaire française. Bon, alors Saint-Louis a eu des défauts, on sait tous les erreurs qu'il a pu faire, mais il a quand même été un roi très bénéfique pour la France. Il a ramené la couronne d'épines. Oui, accessoirement. Oui, et il a ramené la justice dans le royaume en plus. Très admiré et très aimé, et totalement en lien avec le sacré. Alors là, pour le coup, lui... Par rapport à cette figure de Saint-Louis, à cette justice, votre dernier chapitre s'appelle « Le roi pardonne ». Oui. Et c'est là où on sent qu'on est en pleine Uchronie, en fait. Il y a une victoire, et au lieu de faire comme un républicain normal, c'est-à-dire de couper la tête de tous les ennemis, ou de les fusiller, ou de faire en sorte de leur piquer leur pognon, non, le roi pardonne. Alors là, on s'est dit, ah oui, depuis tout à l'heure, ça n'avait pas l'air d'être... on s'entend bien qu'on était dans un roman, et là, ce qui se passe est monstrueux, tonne le roi en fermant le poing. Des pseudo-résistants exécutent d'anciens collaborateurs, et pire, des gens innocents dénoncés injustement ou victimes de malentendus. J'ai eu vent de prison prise d'assaut par une foule déchaînée et ivre de sang. Ils ne vont pas nous refaire le coup des massacres de septembre 92, tout de même. Et ces histoires de femmes tondues pour collaboration horizontale. Il n'y a rien de plus méprisable que de se venger sur les femmes de ses propres turpitudes. Il faut faire cesser ce désordre, entendez-vous, monsieur le président du Conseil. J'ai fait rédiger par mon secrétaire une proclamation royale qui interdit toute représaille contre qui que ce soit. Voilà. Là, on est dans la tradition monarchique française. Lorsqu'Henri IV rentre dans Paris, à la fin de la guerre de religion, il envoie ses héros crier « Le roi pardonne, le roi pardonne, le roi pardonne ». C'est le principe du roi, puisque c'est le père de ses enfants. Donc, on pardonne toujours les bêtises de nos enfants. Donc là, c'est exactement la même démarche. Et comme il est au-dessus des partis, il ne peut pas être accusé de vouloir défendre ses partisans. C'est ça qui rend, à mon avis, le pardon royal plus fort, parce que la République, elle peut aussi amnistier, ça a été fait après pour les communards. Oui, une fois qu'on en a expédié un bon peu, en Algérie, en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, on amnistie. Mais vous voyez, messieurs, en fait, à chaque fois que l'on dit ça, on voit que ce qu'il y a de particulier dans le rêve royal ou monarchique, c'est qu'il y a des liens filiaux. Il y a des liens de père et mère à enfant. Dans la République, il n'y a que des frères. C'est justement... C'est pour ça que le roi parle aux gens d'aujourd'hui, parce qu'ils sont dans un monde où on leur dit les liens parents-enfants, l'État brise. Il y a quand même le totalitarisme, la meilleure définition, c'est quand même le fait d'évacuer les familles pour que l'État s'occupe directement des enfants. On est bien d'accord. Bon, eh bien, la royauté, justement, c'est l'inverse de ça. C'est le fait de rester... conservateur de ce point de vue-là des liens biologiques entre nous. C'est pour ça que le roi est toujours indissociable de la famille royale. Oui. Et l'histoire des monarchies, c'est toujours une histoire des familles royales, pour le pire comme pour le meilleur. Un auditeur de Radio Courtoisie nous demande si, à votre avis, la vie des hommes sous l'Ancien Régime était meilleure que la vie des hommes sous la République.
Je trouve la question un peu trop vaste. Oui, mais... oui, c'est difficile de comparer des époques différentes. Le système monarchique d'Ancien Régime, dans le système français, avait bien sûr ses vertus, mais également ses limites. Là aussi, on peut s'interroger sur, et moi je ne manque pas de le faire, sur les bienfaits de l'absolutisme à la française, puisqu'on parlait tout à l'heure des monarchies à la française. Est-ce que ça a été une bonne chose, l'absolutisme à la française? Est-ce que c'était un vrai absolutisme? Quand on lit Jean-Christian Petit-Fils, on a l'impression que Louis XIV était lié en permanence par les parlements régionaux. Non, mais attention, l'absolutisme ne veut pas dire que le roi est un despote, qu'il a un pouvoir sans limite. C'est pas du tout ça, l'absolutisme. Hein. C'est la concentration des 3 pouvoirs dans la personne royale. Mais est-ce que bon, bien sûr, ça c'est l'époque qui correspond à la grandeur de la France. Il n'y a pas de souci. Mais l'absolutisme, est-ce que c'est pas l'absolutisme qui nous conduit aussi à la Révolution française? Est-ce que c'est pas le blocage, et on sait, nous, historiens, que c'est le blocage de l'absolutisme qui a fait bouillir la société française jusqu'à l'explosion de 1789. Il faut se poser la question, pourquoi ça nous est tombé dessus à nous? Pourquoi 1789 nous est tombé dessus à nous et pas ailleurs. Donc c'est aussi la question de Ils ont quand même décapité un roi en Angleterre. Oui, mais la révolution anglaise ne se fait pas au nom de la table rase. La révolution anglaise est une révolution au sens physique, astronomique du terme, c'est-à-dire qu'on revient à un point de départ. Et on garde la statue du roi qu'on a décapité en plus. Voilà, c'est la monarchie qui menaçait les traditions. Et c'est le Parlement qui a défendu les traditions politiques anglaises. C'est une révolution anglaise, tandis que nous, on a voulu faire une révolution universelle. Oui, tout à fait. Pour la comparaison entre vivre sous la République et vivre sous la royauté, c'est quand même la République qui a réussi à assassiner toutes les langues régionales. Mais voilà. C'est pas la royauté. La royauté, il y avait le français du roi, très bien. En effet, quand Racine descendait un peu en dessous de la Loire, il comprenait plus rien de ce qu'il disait, mais tout le monde parlait quand même un peu français dans les instances cultivées. La brutalité de la République par rapport à la langue bretonne, à la langue occitane, à la langue basque, et sans précédent. Voilà, mais justement, ils étaient obligés parce qu'il n'y avait plus de roi. Donc il n'y avait plus le point d'unité entre tous les peuples qui constituaient la France. Donc il fallait les unir de force autour de la seule chose qui restait, c'est-à-dire la langue française. Voilà, de force et brutalement. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous avez votre réponse. Avant, c'était mieux. Et je vous conseille à tous de lire Hélène Ravaud, Une reine et rien d'autre, magnifique roman sur la reine à venir aux éditions Ovadia, et L'appel du roi de Frédéric Lemoyle aux éditions de Paris, édition Pierre Tecky, sur ce qui serait beaucoup mieux passé s'il y avait eu un roi. Merci à tous les deux. Voilà, il nous reste 10 secondes. Merci d'avoir répondu à nos questions, à Elisabeth Audrery et moi-même. Et je vous dis à tous, chers auditeurs, à bientôt dans 4 semaines.